sur Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté, en ce dimanche 26 juillet, fête de Sainte-Anne, mais aussi 8e dimanche après la Pentecôte. 3 intervenants dans notre émission. Tout d'abord Philippe Conrad, que vous connaissez puisqu'il anime sur TV Liberté l'émission Passé-Présent, qui viendra nous parler de l'esclavage, puisque le sujet est à la mode. Ensuite Mariette Guérien de la Fondation Jérôme Lejeune, qui est juriste à propos des lois de révision de bioéthique qui sont en cours dans le silence assourdissant des médias. Et enfin, je vous livrerai quelques pistes de lecture pour votre été. Bonjour Philippe Conrad. Bonjour Jean-Pierre. L'esclavage fait la une de l'actualité ces temps-ci. Alors, quelle est la place de l'esclavage dans l'histoire des civilisations, dans l'histoire longue des civilisations? Je crois que l'esclavage a été présent depuis fort longtemps dans les civilisations antiques, pour des raisons toutes simples. C'est qu'elle permettait de disposer d'une force de travail, parce qu'on n'avait pas d'autres moyens pour réaliser de grands travaux, pour assurer un certain nombre de tâches. Et toutes les grandes civilisations s'en sont accommodées, pensant qu'il valait mieux, plutôt que de massacrer les vaincus, exploiter leur force de travail. Voilà, certains ont soutenu que c'était un progrès notable de la civilisation. L'esclavage a pu être considéré a posteriori comme un certain progrès. Alors, dans le cadre de cette émission religieuse, quelle est la position de l'Église catholique par rapport à l'esclavage depuis 2000 ans? Oui, l'Église, très vite, bien sûr, a rejeté l'esclavage dès la fin de l'Antiquité. Alors, il y a eu des cas d'esclavage dans l'espace chrétien. Par exemple, en Méditerranée, les prisonniers barbaresques ou turcs, on pouvait très bien les mettre à ramer sur les galères, sur les galères chrétiennes. Galères pontificales. Voilà, par exemple. Mais de manière générale, c'est quelque chose qui a été étranger à l'espace chrétien, et tout ce qui pouvait s'en rapprocher a fait l'objet d'ailleurs de débats. On se souvient de la fameuse controverse de Valladolid à propos de la conquête du Nouveau Monde et du sort qu'il convenait de réserver aux autochtones. On se souvient de la défense farouche des Indiens par Bartholomé de Las Casas, le même Las Casas d'ailleurs qui conseillait de faire appel aux esclaves africains pour la mise en valeur du Nouveau Monde. Donc l'esclavage, il fait partie de l'histoire de l'humanité, et ce depuis fort longtemps, et il a été utilisé à grande échelle à certaines époques, dans certains espaces géographiques. Il y a eu la traite des esclaves slaves en direction du monde musulman. C'est d'ailleurs l'origine étymologique. Oui, tout à fait. Et puis également, il y a eu bien sûr la traite atlantique du XVIe au XVIIIe siècle, qui a transféré d'Afrique vers l'Amérique toute une main-d'œuvre noire africaine. Il y a eu en direction de l'Afrique également une traite musulmane très ancienne, qui a commencé bien avant la traite atlantique et qui a duré bien plus longtemps, et on le mesure bien maintenant, qui a été beaucoup plus meurtrière, surtout car les esclaves africains razziés par les esclavagistes musulmans, eh bien, ils traversaient des zones entières d'Afrique orientale ou du Sahara pour se retrouver sur les marchés du Méditerranée ou du Proche-Orient dans les conditions qu'on imagine. En plus, je crois, ils étaient castrés en arrivant, ce qui entraînait une mortalité supplémentaire. C'est-à-dire qu'on a... Dans des conditions d'hygiène a priori douteuses. On a dans ces régions, on cherche vainement dans les régions concernées une population d'origine africaine aujourd'hui, alors qu'en Amérique, que ce soit en Amérique du Sud ou aux États-Unis, pour les raisons que l'on sait, il y a effectivement une population afro-américaine qui pèse d'un certain poids. Alors nous assistons aussi aujourd'hui à une réprobation quasi générale de l'esclavage. Oui, c'est le fruit de quelle évolution historique et intellectuelle? Oui, ce qui paraît aujourd'hui évidemment aller de soi, cette condamnation de l'esclavage. Ce qu'il faut bien rappeler, c'est que c'est le résultat de tout un travail de
de réflexion, de contestation, qui s'est établi en Europe très tôt. Hein. On pense à des auteurs comme Montaigne ou Montesquieu et qui ont été en quelque sorte les précurseurs de ce débat. Ensuite, on a eu l'abbé Grégoire, on a eu Brissot, on a eu la Société des Amis des Noirs en France, on a eu des sociétés analogues en Angleterre, et c'est sous l'action de ces groupes, de ces milieux, que progressivement on est allé d'abord vers l'abolition de la traite atlantique, et ensuite progressivement on est allé vers l'abolition de l'esclavage, ce qui a été le cas en France en 1848. Les autres pays occidentaux s'y sont mis, les États-Unis à l'issue de la guerre de sécession, et puis le Brésil dans les années 1880. En revanche, l'esclavage a perduré longtemps dans l'espace musulman. C'est au début des années 60 seulement qu'il est interdit en Arabie Saoudite. Et puis en Mauritanie, voilà, en 82. Oui, voilà, oui. En Mauritanie, c'est dans les années 80, et puis même dans l'Empire ottoman, c'est vraiment à la veille de la Première Guerre mondiale. Alors justement, quelle est la position de l'islam par rapport à l'esclavage? L'islam, pendant très longtemps, a considéré l'esclavage comme le résultat naturel du djihad, de la guerre. Hein. Ceux qui étaient vaincus, qui avaient refusé d'adhérer à la religion nouvelle, évidemment, la réduction en esclavage était une des possibilités qui se présentaient. Et donc cet esclavage, il a perduré longtemps, bien sûr, dans le monde musulman. Alors le schéma de la pensée unique est d'opposer des esclavagistes blancs à des esclaves noirs. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas eu des esclaves blancs dans l'histoire? Alors, et puis il y a eu surtout des esclaves noirs qui étaient victimes d'esclavagistes noirs. Oui. Et si la traite atlantique a été possible, c'est parce qu'il y avait une traite africaine qui faisait partie du paysage dans les sociétés africaines de l'époque, hein, et qui permettait de razzier justement des esclaves pour les amener vers les côtes où ils étaient vendus à des esclavagistes blancs. Et il faut rappeler que c'est la colonisation européenne qui a mis fin à la traite esclavagiste dans l'intérieur de l'Afrique. Hein. C'est les guerres que mènent les Français contre Samori ou Béhanzin en Afrique occidentale, contre Rabat en Afrique centrale. Ce sont des guerres contre les trafiquants d'esclaves. De la même manière, les Belges dans leur Congo vont mettre fin au trafic d'esclaves en direction de l'Afrique orientale, en direction de Zanzibar, trafic qui était encore très actif à l'époque. Alors, votre question, plus précisément... c'était, y a-t-il des esclaves blancs dans l'histoire de l'humanité, ou est-ce que ce sont toujours des esclavagistes blancs et des esclaves noirs? Il y a eu bien sûr des esclaves blancs. Hein. Dans l'Antiquité gréco-romaine, il y a des esclaves blancs qui sont les vaincus des guerres qui sont menées à l'époque. Hein. Et puis, pendant longtemps, nous avons eu le cas en Méditerranée de la piraterie barbaresque dont la principale activité était le commerce des esclaves, la razzia et le commerce des esclaves. Hein. Je renvoie d'ailleurs... Alors voilà, oui, trois livres à nous conseiller sur ces questions. Fort éclairant de Robert Davis, qui est un universitaire américain, qui s'intitule « Esclaves chrétiens, maîtres musulmans, l'esclavage blanc en Méditerranée de 1500 à 1800 ». C'est durant cette période où, selon Fernand Braudel, la Méditerranée était le cœur violent du monde, qui voyait l'affrontement entre l'Empire ottoman notamment et puis l'Espagne de Charles Quint puis de Philippe II. C'est là que s'est mis en place tout un système qui a perduré en fait jusqu'au début du XIXe siècle. La fin de trafic d'esclaves et des enlèvements d'esclaves à Alger, ça va être la conquête d'Alger en 1830. Il y avait eu plusieurs tentatives déjà des grandes marines européennes contre les esclavagistes maghrébins, mais qui étaient restés en fait sans lendemain. Et il y avait là un fléau qui a perduré donc pendant plusieurs siècles. Il est très difficile d'établir une comptabilité de ce qu'a représenté ce trafic d'esclaves.
en comparant et en combinant diverses sources. Alors il faut se méfier des ordres dits rédempteurs, les mercédaires et les trinitaires, qui ont accompli un travail considérable, mais qui avaient tendance évidemment à gonfler les chiffres parce qu'ils attendaient qu'on leur apporte le soutien financier nécessaire pour racheter les esclaves. Mais on a des rapports des consuls des puissances européennes dans les ports barbaresques, que ce soit à Alger, Tunis, à Tripoli, qui sont davantage fiables. On a des témoignages de gens qui ont été déportés et qui ont été captifs dans les geôles d'Afrique du Nord, et on arriverait ainsi à peu près à 1 250 000 victimes, en gros, entre le XVIe et le XVIIIe siècle, hein, avec des raids barbaresques qui allaient très loin. On a vu des barbaresques venir prendre des navires sur les côtes de Cornouailles anglaises jusqu'en Islande. Hein, les corsaires d'Alger, de Salé au Maroc, de Tripoli en Libye étaient extrêmement audacieux. Ils venaient ravager et razzier les côtes européennes, notamment en Calabre, notamment en Sicile, qui a été la cible de leur raid pendant très longtemps et qui a beaucoup souffert de l'insécurité qui était ainsi installée en Méditerranée. Eh bien, merci beaucoup de ces explications et nous espérons qu'elles auront permis à nos téléspectateurs d'y voir un peu plus clair sur ce sujet. Merci Philippe. De rien. Bonjour Mariette Guérien. Bonjour monsieur. Merci de nous rejoindre. Vous êtes juriste à la Fondation Jérôme Lejeune et vous venez nous parler des lois de révision de bioéthique, puisque ces lois vont venir en seconde lecture à l'Assemblée nationale entre le 27 et le 31 juillet. Nous ne doutons pas qu'il y aura une affluence monstre. Si nous sommes en seconde lecture, c'est qu'il y a eu une première lecture. Que s'est-il passé en première lecture ? Oui, alors en première lecture, donc c'était à l'automne 2019, donc l'Assemblée nationale a examiné en première lecture le texte qui est revenu au Sénat en janvier. Et donc là, en fait, tout récemment, tout début juillet, c'est la commission spéciale bioéthique de l'Assemblée nationale qui a examiné le texte bioéthique. Donc c'est sur cet examen-là que je voulais revenir avec vous parce qu'il est tout récent, c'est le dernier. Et donc la commission spéciale, c'est donc un petit groupe de députés qui a décidé, on parle beaucoup de ce projet de loi comme du projet qui va ouvrir la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules. En réalité, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas que ce sujet-là dans le projet de loi. Et sur le sujet de la PMA, on est allé au-delà même de ce qu'on peut dire, c'est-à-dire que la commission spéciale, elle a ouvert la PMA aux couples de femmes, aux femmes seules, mais aussi à tous les couples, même s'ils sont fertiles en fait. Initialement, la PMA, c'est pour les couples infertiles. En fait, on parle de PMA pour toutes, mais aujourd'hui, on peut parler de PMA pour tous. Donc c'est pas un détail, hein, parce que du coup, on fait vraiment de la PMA un mode de procréation artificielle à grande échelle, hein, parce que ce serait du coup ouvert à tout le monde. Ça, c'est une disposition qui a été adoptée. Une autre disposition qui va avec ça, c'est l'ouverture de l'autoconservation des ovocytes pour des motifs qui ne sont pas des motifs médicaux, donc pour des motifs sociétals. Par exemple, une femme qui voudrait pouvoir conserver ses ovocytes, faire congeler ses ovocytes pour pouvoir les utiliser dans 15 ans, dans 20 ans. Ça, c'est quelque chose qui a été autorisé par la commission spéciale. Il y a tout un sujet très important aussi dans le projet de loi, c'est la recherche sur l'embryon. Sur ce sujet, le projet de loi vient complètement supprimer tous les garde-fous qui avaient été posés dans les lois de bioéthique précédentes. Je pense notamment, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais à la réintégration de l'article 17 du projet de loi. L'article 17 est un article qui visait à maintenir l'interdit, à supprimer l'interdit de créer des embryons transgéniques et chimériques. Très concrètement, les sénateurs, lors de la première lecture, avaient refusé de supprimer cet interdit, c'est-à-dire qu'ils considéraient que c'était évidemment important de ne pas pouvoir modifier le génome humain en éprouvette. Et ça, c'est un interdit qui a été supprimé par les députés au début du mois de juillet. Et très concrètement, ça veut dire que les députés, là, en commission, ont autorisé la modification du génome humain en éprouvette, donc la modification génétique des embryons humains, et aussi ils ont autorisé la possibilité de créer des chimères
animal-homme, c'est-à-dire des embryons animaux dans lesquels on pourrait insérer des cellules humaines. Ça, c'est quelque chose qui a été autorisé. Une autre chose aussi qui a été adoptée, c'est le DPIA, le diagnostic préimplantatoire pour les aneuploïdies. On y reviendra peut-être tout à l'heure, mais ce diagnostic permet de détecter et de détruire dans l'éprouvettes les embryons qui seraient porteurs d'une anomalie du nombre de chromosomes. Et alors ces débats se passent dans quel climat? C'est l'Assemblée, tout le monde est présent, tout le monde s'intéresse, ou il y a 2 pelés et 3 tondus qui font la loi? Alors là, en commission, il n'y avait pas grand monde. Et pour les sujets que je trouve les plus importants, la recherche sur l'embryon, parce qu'on touche vraiment à l'être humain, et par exemple aussi le diagnostic préimplantatoire, il y avait quasiment personne en fait ce jour-là, c'était un vendredi en commission, donc personne, pas de ministre de la Santé, pas de ministre de la Recherche, alors que ce sont des sujets qui évidemment intéressent directement les ministres concernés. Et puis aussi ce qui est important, je ne sais pas si on peut parler véritablement de débat, parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que les députés n'avaient la possibilité de prendre qu'une seule fois la parole. Donc si l'un ou l'autre avait si les députés pouvaient de donner des informations qui sont fausses ou biaisées, et ben un député qui avait déjà pris la parole ne pouvait pas répondre et réajuster en fait le propos et entre guillemets rétablir la vérité. Ça c'est vraiment problématique parce que du coup il n'y a pas de discussion possible et donc s'il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat. Ça c'est des décisions prises sur la nature des débats par les chefs de groupe. Alors c'est des discussions, oui c'est décidé en amont le fait qu'effectivement on ne peut prendre qu'une seule fois la parole. Se mettre d'accord là-dessus. Et de fait là ce sera bientôt les débats en séance et en séance il n'y aura que 25 heures de débat, il me semble. Donc c'est finalement très peu pour des sujets qui sont très importants. Et ça, on peut en reparler aussi sur les débats. Le calendrier, c'est complètement inacceptable d'avoir mis en juillet, à la veille des vacances parlementaires, des débats bioéthiques qui ne sont pas du tout urgents, alors qu'il y a l'écho de la crise économique, une grosse crise économique qui va démarrer, et des réformes qui concernent l'hôpital. Enfin, il y a d'autres sujets prioritaires. Alors, quels sont les problèmes éthiques majeurs soulevés ? S'il fallait un peu essayer de beaucoup classifier. Beaucoup de problèmes éthiques qui sont de divers ordres. Peut-être pour revenir sur l'article 17, la suppression de l'interdit de créer des embryons transgéniques et chimériques, il faut comprendre qu'à partir du moment où on crée, où on modifie le génome de l'embryon humain, eh ben on va modifier les cellules de l'embryon humain qui donneront plus tard des gamètes. Et donc, qui dit gamètes génétiquement modifiés, dit si l'être humain donc naît et qu'il a une descendance, et ben sa descendance aura un génome qui sera modifié. Donc là, on a un enjeu qui est majeur, c'est vraiment la modification de l'espèce humaine et avec le risque, déjà la modification, et le risque aussi de la rendre plus vulnérable. On a entendu parler de la naissance en 2018 de jumelles en Chine qui avaient été génétiquement modifiées en laboratoire, créées par PMA. Et ben, quelques mois plus tard, on entendait déjà que les jumelles présentaient des modifications génétiques qui n'étaient pas attendues, qui n'étaient pas souhaitées. Donc en fait, il y a beaucoup d'inconnus dans la modification du génome humain. Et l'outil qui permet de modifier le génome humain, c'est l'outil CRISPR-Cas9. Cet outil, en fait, n'est pas du tout maîtrisé sur les embryons humains. Il y a un article qui est paru en juin dans la revue Nature qui parlait de chaos chromosomique lorsqu'on utilisait cet outil sur des embryons humains. Donc on est vraiment déjà la modification du génome des végétaux, c'est déjà quelque chose qui est pas du tout maîtrisé. On peut pas aller sur l'humain en fait. Ce n'est pas c'est pas acceptable au regard des enjeux et puis même de la modification en tant que telle. On ne sait pas là où on peut aller. Donc il y a ce problème de modification du génome humain qui est évidemment un problème éthique majeur du projet de loi. Je pense qu'on peut aussi parler d'abandon de l'éthique. Il y a une disposition qui illustre ça dans le projet de loi, c'est la suppression pour les chercheurs de l'obligation de recourir à une alternative éthique quand ils font de la recherche sur les cellules embryonnaires. Aujourd'hui, dans la loi, et depuis que la loi a rendu possible la recherche sur les cellules souches de l'embryon, eh ben, les chercheurs ont l'obligation de privilégier les alternatives éthiques. Il y a une alternative qui a fait ses preuves et qui est équivalente aux cellules embryonnaires, c'est les cellules souches pluripotentes induites, on parle des cellules iPS. Ces cellules, elles existent depuis 2007, elles ont fait leurs preuves, elles sont équivalentes. Et aujourd'hui, ce que nous dit le projet de loi et ce qui a été validé en première lecture par l'Assemblée et par le Sénat, c'est que demain, les chercheurs n'auront plus l'obligation de privilégier les alternatives éthiques aux cellules embryonnaires, alors même qu'elles existent en fait. Donc ça, c'est pour moi vraiment l'abandon de l'éthique dans le cadre du projet de loi, et l'abandon de l'éthique
on peut se demander au profit de qui, au profit de quoi. Et c'est vrai que la question de l'argent, le business derrière, on le voit vraiment parce que avec la recherche sur les cellules embryonnaires, on sait que cette recherche, elle intéresse directement l'industrie pharmaceutique. Et la PMA, on sait qu'il y a un business procréatique extrêmement important parce que la création dans l'éprouvettes, ça coûte de l'argent. Le tri dans l'éprouvettes, ça coûte aussi beaucoup d'argent. La congélation de vos sites aussi. Donc, tout ça, c'est remboursé ? Oui. Oui, les gens qui font appel à toutes ces méthodes, tout ça, c'est remboursé. Oui, bien sûr, c'est remboursé, oui. Oui, exactement. Oui. Donc, la raison majeure... Alors, pourquoi cet acharnement ? Vous évoquez des questions financières. Y a-t-il d'autres raisons, selon vous ? Il y a évidemment d'autres raisons, et c'est une disposition qui m'y fait penser, c'est la légalisation, enfin l'autorisation là tout récemment du diagnostic préimplantatoire pour les aneuploïdies. Donc concrètement, ça veut dire la détection dans l'éprouvettes des embryons qui sont porteurs d'une anomalie du nombre de chromosomes. À la Fondation, on a été particulièrement touchés par ça parce que les premiers visés, c'est les personnes trisomiques. La trisomie 21, c'est l'anomalie chromosomique la plus fréquente. Et je pense que vous me parliez de pourquoi tout ça. Il y a l'eugénisme derrière, il y a le tri, la volonté d'améliorer l'espèce humaine. C'est ce que témoigne cette disposition qui a été autorisée en commission parce que à partir du moment où le législateur nous dit on ne veut pas qu'il naisse d'enfants trisomiques, et c'est ce que veut dire cette disposition, c'est ce qu'elle signifie, on est dans l'eugénisme, on est dans la sélection sur un critère objectif d'être humain. Et donc on espère que l'Assemblée en séance va se ressaisir parce qu'en première lecture, les députés et les sénateurs s'y sont opposés, donc on espère qu'ils vont le retirer du projet de loi. Mais c'est vrai que c'est une des dispositions, et d'ailleurs Mme Buzyn en première lecture l'a rappelé, c'est la plus grave et la plus importante du projet de loi. Peut-être ce que je peux vous dire aussi, c'est que cette question, ça dépasse quand même les clivages politiques, parce qu'on a des députés En Marche qui ont voté contre cette disposition. On a des sénateurs communistes aussi qui ont voté contre, et des députés aussi républicains. Donc on est vraiment au-delà des clivages, parce qu'en fait, c'est une question qui touche à l'humain. Ontologique. Donc voilà. Merci beaucoup de toutes ces précisions. Donc, je renvoie nos téléspectateurs à votre ouvrage écrit en collaboration avec Lucie Pachery, Les sacrifiés de la recherche, analyse juridique et scientifique de la recherche sur l'embryon. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Pour cette troisième partie d'émission, je vous propose quelques lectures pour l'été qui commence. Tout d'abord un roman, ensuite un ouvrage d'histoire et enfin une biographie, une hagiographie. Le roman « Augustin ou le maître est là », donc un ouvrage de Joseph Maleg, un ouvrage copieux de 830 pages. Il en a été question il y a quelques années, puisqu'au moment de son élection, le pape François a fait savoir que c'était un de ses ouvrages préférés. Cet ouvrage est un ouvrage monumental, écrit par celui que l'on a appelé le Proust catholique, Joseph Maleg, qui est décédé au début de la Seconde Guerre mondiale. Il met en œuvre le dénommé Augustin, Augustin où le maître est là, Augustin Méridier, qui est un garçon particulièrement brillant puisqu'il intègre comme major de l'école normale supérieure, il est cacique. Et en fait, ce qui nous intéresse dans ce roman, me semble-t-il, il y a 3 lectures. Il y a une première lecture, le brave Augustin Méridier, il habite dans une petite ville d'Auvergne. Donc nous sommes à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. C'est la découverte d'une petite ville imprégnée de christianisme. Voilà, tout le monde va à la messe, il y a des églises, il y a des prêtres, il y a des couvents, il y a des vocations. Voilà, je crois que ça nous fait renouer avec un monde qui a disparu. Première lecture. Deuxième lecture, puisque nous avons parlé de Proust tout à l'heure, le brave Augustin Méridier est un garçon brillant, extrêmement brillant, mais très perturbé par tous les travaux d'exégèse moderniste de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Et donc au fil du roman, nous le voyons perdre la foi
la foi de son enfance, la foi que partageaient ses parents, sa mère d'ailleurs plus que son père. Il perd la foi et il sera sur son lit de mort, puisqu'il va mourir de tuberculose très jeune, globalement dans les années 1920, renouer avec la religion de son enfance en se confessant à un de ses camarades de l'école normale supérieure, qui est jésuite, ce qui explique peut-être le goût du pape François pour ce roman. On a pu parler à propos de Joseph Maleg des classes moyennes de la sainteté. Voilà, je crois que c'est un roman tout à fait intéressant. On a parlé de Proust, beaucoup, c'est très bien écrit, beaucoup de réflexions sur également les états d'âme des uns et des autres, puisque ce brave homme, vous l'avez compris, a beaucoup d'états d'âme. Deuxième ouvrage, un ouvrage d'histoire, Comment les catholiques ont bâti une civilisation, du père Slattery. Le père Slattery est un prêtre américain au diocèse de Spokane, dans l'État de Washington. Et en fait, il nous décrit une histoire de la chrétienté avec érudition et enthousiasme. Il nous mène à la rencontre de ceux qui ont bâti la civilisation chrétienne et occidentale. Les évêques défenseurs de la cité, de l'Antiquité tardive, on pense à Germain de Paris, Aignan d'Orléans, Saint-Vaast d'Arras, Rémy de Reims. Ensuite, les pères de la culture occidentale, Ambroise, Augustin, Léon, Grégoire. Les moines irlandais, Saint-Colomban, et puis bien sûr Alcuin, son alliance féconde avec Charlemagne, Saint-Bernard et l'idéal chevaleresque, puisque c'est lui qui écrit les constitutions de l'ordre des Templiers, De Laude Nove Militiae, à la louange de la nouvelle milice. Et puis ensuite, il nous fait découvrir Sugère, la naissance de l'art gothique. Voilà, un ouvrage tout à fait intéressant, préfacé également par le cardinal Sarah. Je suis heureux de recommander le livre de William Slattery sur l'éthos de l'héroïsme et du génie qui a inspiré les bâtisseurs de la civilisation chrétienne et qui peut inspirer les bâtisseurs d'une autre culture chrétienne à l'avenir, que ce soit en Afrique, en Asie, en Europe ou aux Amériques. Voilà, deuxième ouvrage d'histoire, tout à fait intéressant. Et enfin, dernier livre, Le secret de Saint-Dominique, du père Jean-Dominique Fabre, puisque nous fêtons cette année le 850e anniversaire de la naissance de Saint-Dominique, qui est né en 1170 à Caleruega, donc en Castille, en Espagne. Et le secret de Saint-Dominique, tel qu'il nous est décrit dans son ouvrage, me semble-t-il, se résume à 3 points majeurs. Le premier, c'est qu'il existe une vérité. Contre le relativisme dans lequel nous vivons aujourd'hui, il existe une vérité, cette vérité porte un nom, c'est Jésus-Christ. Le deuxième point, c'est l'esprit dominicain, c'est le zèle pour les âmes, le zèle pour le salut des âmes. La vocation dominicaine, c'est la prédication pour le salut des âmes. S'il y a un tel zèle pour le salut des âmes, c'est que les âmes sont en péril, c'est que les âmes sont en danger, ce que nous oublions trop souvent aujourd'hui. On le voit dans les rencontres, en particulier de Saint-Dominique avec le pape Innocent III, le pape Honorius III. Ils n'ont pas pour ambition de sauver la planète, ils ont pour ambition de sauver les âmes. C'est un autre programme. Et puis dernier point, nous le voyons aussi, la création de l'ordre dominicain en 1215 est une réponse à l'hérésie albigeoise, à l'hérésie cathare. Et on est frappé dans cette hagiographie par la liberté qui existe, la liberté des disputatio. Voilà, sur le village, dans le comté de Toulouse, eh bien, les autorités locales organisent un débat de plusieurs journées entre, d'un côté, les partisans du catharisme, de l'autre, les partisans de l'Église catholique. Et ces gens-là, eh bien, échangent, discutent pendant 3 ou 4 jours. Et à la fin, le jury, généralement composé de cathares d'ailleurs, puisque la population est majoritairement cathare, eh bien, va prononcer une sentence. Voilà. Nous sommes à 100 000 lieues de la dictature de la pensée unique dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Voilà. De manière un petit peu paradoxale, peut-être pour certains, ce Moyen-Âge est un âge de liberté en opposition à ce que nous vivons aujourd'hui dans le cadre de la dictature de la pensée unique. Voilà. Je vous confie ces 3 lectures. Au total, cela fait de l'ordre de 1600 pages, ce qui devrait vous laisser le temps de vous occuper pendant ces vacances que je vous souhaite bonnes, familiales, reposantes. Et c'est mon ami Guillaume de Thiolois que vous retrouverez le 30 août prochain.
Bonnes vacances donc, et d'ici là, que Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit nous garde. Bonne semaine, bon dimanche.